commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non. Est-ce que vous restez au gouvernement de ce fait-là? On entend ce matin que... la tristesse et même plus la colère, Nicolas Hulot. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Avalanche de réactions politiques depuis ce matin. Le gouvernement perd l'une de ses personnalités préférées. Un coup dur pour cette rentrée politique, d'autant plus que Nicolas Hulot n'a prévenu ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe avant d'annoncer sa décision. On écoute le porte-parole de ce gouvernement, Benjamin Griveaux. D'abord, moi, je veux rendre hommage au travail qui a été accompli depuis plus d'une année par Nicolas Hulot. Et j'entends la déception qui peut être la sienne. Mais je veux aussi mettre au crédit de Nicolas Hulot et du gouvernement les réalisations qui ont été celles depuis 1 an. Quand il parle d'artificialisation des sols, nous n'aurions pas avancé. Quand on ne fait pas Notre-Dame-des-Landes, on préserve 1 millier d'hectares de l'artificialisation des sols. On ne transforme pas le modèle agricole français en un claquement de doigts en 18 mois. Moi, j'aurais aimé qu'il reste parce qu'il apportait sa voix, sa conviction particulière, avec un engagement ancien. Et donc je regrette ce départ. Je regrette surtout qu'on ne puisse pas mettre en valeur tout ce qu'il a accompli pendant l'année, les 14 mois qui se sont écoulés depuis son entrée au gouvernement. Voilà, l'Élysée dit prendre acte de cette décision dont il n'avait pas été informé et assure que Nicolas Hulot peut être fier de son bilan. L'Élysée où l'on vous retrouve Julien Sauvager. Bonjour Julien. On le disait à l'instant, l'exécutif et le président Macron ont été sérieusement pris de court avec cette décision annoncée à la radio. Oui, en effet, lorsque Nicolas Hulot dit, je cite, « Je ne veux plus me mentir », eh bien, personne n'est au courant de cette décision qu'il a prise visiblement un petit peu sur l'instant. Il y réfléchissait depuis longtemps, mais rien qu'au visage tout simplement de ses conseillers présents dans le studio, on a pu comprendre eh bien, que ça n'était pas totalement préparé. Alors, il l'a dit lui-même, d'ailleurs Nicolas Hulot, il n'a prévenu ni en effet le Premier ministre, ni le Président de la République, ni même sa femme, a-t-il précisé. Alors, il justifie les raisons de son départ en parlant d'une accumulation d'échecs, qu'il n'y croit plus. Il indique notamment ces échecs, bien sûr, sur la loi qui n'est pas passée sur l'interdiction du glyphosate, ou encore sur le fait qu'il ait dû endosser eh bien, le report de la date de réduction de la part du nucléaire dans l'électricité de la France. C'est la goutte d'eau aussi, il le précise, hier soir, tout simplement hier soir, à une réunion de l'Élysée, une préparation sur la réforme de la chasse, eh bien, était présent un lobbyiste de pro-chasse, et ça, Nicolas Hulot ne l'a pas accepté. Il avait été donné plusieurs fois par temps. Il avait d'ailleurs annoncé au début du printemps qu'il se donnait l'été pour réfléchir à son rôle au sein de ce gouvernement, un rôle qu'il a donc jugé insuffisant puisque, dit-il, l'écologie n'est pas la priorité de ce gouvernement. C'est un coup d'autant plus dur, Julien, pour le gouvernement que faire rentrer Nicolas Hulot dans l'équipe d'Édouard Philippe, c'était une très belle prise politique. Oui, au départ, il y a 1 an, lorsque Nicolas Hulot rejoint le gouvernement d'Édouard Philippe, c'est un petit peu attendu. En fait, il avait été plusieurs fois pressenti pour ce poste. Jacques Chirac déjà à l'époque, puis ensuite Nicolas Sarkozy et enfin François Hollande lui avaient proposé. À chaque fois, il avait décliné, jugeant qu'il ne pourrait pas être libre de ses actes. Il avait pensé qu'avec Emmanuel Macron, ce serait différent. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait débuté son mandat avec cette phrase célèbre « Make our planet great again », faisons la Terre de nouveau belle. C'était une annonce d'une priorité sur l'écologie pour ce quinquennat. Eh bien, le contrat n'a pas été rempli selon Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui est le ministre préféré de ce gouvernement, Édouard Philippe, et il sera donc très très difficile de le remplacer. Julien Sauvager à l'Élysée pour France 24. Merci beaucoup Julien. Autre réaction, celle du président des Républicains, Laurent Wauquiez. Cette décision est le reflet des conséquences et des politiques d'Emmanuel Macron, dit-il. Le patron des socialistes, lui, parle d'un pouvoir qui a abandonné toute référence au progressisme et à l'écologie. Nous sommes en ligne avec Corinne Lepage. Bonjour madame, merci de nous rejoindre sur cette antenne. Vous avez été ministre de l'Environnement, vous avez été députée européenne, vous êtes désormais
avocate, vous comprenez la décision de Nicolas Hulot ? Oui, tout à fait. Tout à fait, je salue son courage, je salue ce qu'il a dit, je salue son honnêteté. Et je suis heureuse de constater qu'il reconnaît ce que j'ai moi-même dit à de très nombreuses reprises, pour fustiger non pas Nicolas Hulot qui lui essayait de faire ce qu'il pouvait, mais les décisions prises par ce gouvernement. Mais la question est toujours la même, comment peser, comment infléchir quand on n'est plus au cœur de la machine ? Bah écoutez, force est de constater que quand on est au cœur de la machine, ça marche pas. Donc il faut chercher d'autres solutions. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que c'est la société civile qui fait avancer les choses. Ce sont les multiples actions menées dans le monde, par exemple sur les affaires de changement climatique ou sur le glyphosate, qui font changer les choses. Regardez la décision de Californie. 700 procès dans le monde pour que les gouvernements changent de politique climatique. Ce sont les grandes villes qui agissent, ce sont certaines entreprises qui changent. Voilà, le changement il vient de là. Malheureusement, le départ de Nicolas Hulot du gouvernement montre qu'en tout cas de ce gouvernement-là, il n'y a pas grand-chose à attendre. Merci Corinne Lepage, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur ce départ donc de Nicolas Hulot du gouvernement. On y reviendra évidemment dans nos nouvelles éditions. L'actualité internationale de ce mardi, c'est aussi l'Allemagne qui connaît à nouveau de grandes manifestations contre les migrants. Le climat est particulièrement tendu dans l'est du pays, dans la ville de Chemnitz. Hier comme dimanche, le mouvement d'extrême droite Pegida a rassemblé plusieurs centaines de ses partisans. Un rassemblement suite au meurtre d'un jeune homme, meurtre imputé à un réfugié. Perrine Kettels. Face à face, deux groupes de manifestants séparés par un important dispositif de sécurité. L'un scande ouvertement des propos racistes, l'autre réclame le départ de ceux qu'il qualifie de nazis. Les manifestants d'extrême droite sont vent debout contre la politique migratoire du gouvernement, qu'ils accusent de ne pas protéger ses citoyens. Les autorités locales dénoncent le caractère raciste de ces rassemblements. Il y a véritablement un sentiment de rejet, et tout particulièrement contre les migrants qui sont arrivés en 2015. C'était clair dès leur arrivée. J'ai pu constater cela au cours de plusieurs réunions municipales. À l'origine des manifestations, le meurtre d'un Allemand de 35 ans dans la nuit de samedi à dimanche. L'homme a été agressé à coups de couteau dans la rue. 2 suspects d'origine syrienne et irakienne ont été placés en détention provisoire. En réaction, plusieurs sympathisants d'extrême droite ont participé à une chasse collective aux immigrés dimanche. Une telle débâcle, une telle chasse des personnes qui paraissent différentes et qui ont d'autres origines, ou la diffusion de la haine dans les rues, voici des choses que nous n'accepterons pas. Cela n'a pas sa place ici, dans nos villes, et le gouvernement condamne fermement ces agissements. L'extrême droite est devenue la première force politique dans la région de Saxe. Cette affaire ravive les tensions autour de la question migratoire en Allemagne. Le gouvernement est souvent accusé d'avoir contribué à la hausse de la criminalité en ouvrant les portes du pays aux migrants. On change de continent. Après des mois de relations commerciales plus que tendues, le Mexique et les États-Unis viennent de signer un nouvel accord de libre-échange, plutôt favorable à Washington, notamment dans le secteur automobile. Il est censé remplacer l'ALENA, signé il y a près de 25 ans. À ce stade, le Canada n'en fait pas partie, mais les négociations continuent. Serine B avec Laure Wagner. Après les menaces, les compliments. Depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche, Donald Trump a appelé son homologue mexicain pour le féliciter. Bonjour Monsieur Trump, comment allez-vous? Merci Enrique et félicitations. C'est vraiment fantastique. Nous avons travaillé très dur. Vos brillants représentants sont assis juste devant moi et j'ai tenu à vous féliciter avant toute chose. Après un an de négociations, les deux hommes sont finalement tombés d'accord sur un nouveau pacte de libre-échange. Exit l'ALENA en vigueur depuis 1994. Place à l'accord commercial États-Unis-Mexique. Au cœur des discussions, l'industrie automobile. Selon les médias américains, le contenu régional pour les véhicules produits en Amérique du Nord doit passer de 62,5% à 75%. De plus, 40% du contenu doit désormais provenir de régions où les salaires sont d'au moins $16 de l'heure. Objectif pour la Maison-Blanche, augmenter la part des composants américains
mais aussi priver le Mexique des avantages obtenus par les bas salaires. Pour Mexico, ce compromis est également une bonne nouvelle. Le pays exporte 80% de sa production vers les États-Unis, mais il appelle de ses vœux à un accord à 3. Nous espérons que le Canada et les États-Unis parviendront aussi très bientôt à un accord. Et nous pourrons sceller dans les prochains jours de manière formelle l'accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Le Canada n'a pas participé à cette première phase de négociation. Mais la ministre des Affaires étrangères a déjà annoncé qu'elle se rendrait à Washington ce mardi pour entamer les discussions avec ses partenaires commerciaux. C'est la fin de ce journal, mais l'info continue sur France 24. À tout à l'heure. Mois seulement passé au gouvernement. Je ne veux plus me mentir, le gouvernement n'est pas à la hauteur en matière d'écologie, dit celui qui était jusqu'ici la personnalité préférée du gouvernement. On va y revenir largement dans ce journal avec nos invités, puis nous irons à l'Élysée retrouver Julien Sauvager dans un instant. L'actualité internationale, c'est aussi le procès de Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale qui touche à sa fin. L'ancien chef de guerre congolais est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par ces hommes au début des années 2000. L'ex-rebelle a plaidé non coupable. Et puis ces rassemblements sous haute tension de l'extrême droite allemande à Chemnitz, dans l'est du pays. Des partisans du mouvement Pegida, anti-immigration, défilent depuis 2 jours dans les rues de la ville où un homme a été tué. C'était le week-end dernier. Le gouvernement allemand dénonce une justice menée par des milices d'autodéfense. Bonjour à vous et merci de vous informer sur France 24. C'était l'une des plus belles prises politiques d'Emmanuel Macron. Nicolas Hulot quitte le gouvernement. Il était jusqu'ici ministre de la Transition écologique et solidaire. Dans l'équipe d'Édouard Philippe, il a annoncé sa décision ce matin chez nos confrères de France Inter. Personne ne s'y attendait. Le récit de nos confrères de France 3. De renoncement en renoncement, il était souvent annoncé partant. Ce matin, il part. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Solennel, ému, lassé sans doute, il a pris sa décision hier soir, juste après une réunion houleuse à l'Élysée autour de la réforme de la chasse. Nicolas Hulot avait regretté la présence d'un lobbyiste à cette table ronde, apparemment l'affront de trop, sur une longue liste de regrets. Il part donc sans avoir prévenu le président et le Premier ministre. Je sais que si je les avais prévenus avant, peut-être qu'ils m'en auraient une fois encore dissuadé. Mais c'est une décision entre moi et moi. Et je ne veux pas me mentir. Je ne veux pas donner encore une fois ce sentiment que si je repars, c'est parce que j'y crois. Mais je me pose la question, suis-je à la hauteur ? Qui serait à la hauteur tout seul ? Trop de petits pas dans l'action gouvernementale, déplore Nicolas Hulot. Le porte-parole du gouvernement, surpris comme tout le monde par cette décision, ne partage pas les états d'âme du tout nouveau ex-ministre. La stratégie des petits pas est une bonne stratégie, ça permet d'avancer. Je préfère, Jean-Jacques Bourdin, les petits matins sympathiques aux grands soirs illusoires. Seule réaction élyséenne à cet instant, Nicolas Hulot peut être fier de son travail. Un petit compliment le jour du départ, cela ne fait jamais de mal. Avalanche de réactions politiques, bien sûr, depuis ce matin. Le gouvernement perd, on l'a dit, l'une des personnalités préférées des Français. Un coup d'autant plus dur en cette rentrée politique que Nicolas Hulot n'a, on l'a rappelé à l'instant, prévenu ni Emmanuel Macron ni Édouard Philippe avant d'annoncer sa décision. On écoute les tout premiers mots du Premier ministre à ce propos. Je voudrais, au titre de ma première réaction, d'abord remercier Nicolas Hulot parce que pendant 16 mois nous avons travaillé ensemble et j'ai aimé travailler avec lui, j'ai aimé essayer de faire en sorte de pouvoir mettre en œuvre
les engagements du président de la République, à la fois sur le plan climat, sur le plan biodiversité que nous avons annoncé ensemble et que nous allons mettre en œuvre. J'aurai l'occasion au cours des jours qui viennent de faire des propositions au président de la République pour prendre en compte cette démission et lui proposer des suggestions s'agissant de la composition du gouvernement. En attendant les propositions, il faut digérer la décision à l'Elysée. L'Elysée, on vous retrouve, Julien Sauvager. Bonjour Julien. On le disait à l'instant, l'exécutif a été sérieusement pris de court ce matin. Oui, lorsque Nicolas Hulot ce matin a ces mots forts, je vous les redonne, je ne veux plus me mentir, personne à ce moment-là n'est au courant de ce qu'il va enchaîner, de ce qu'il va annoncer cette démission, ni le Premier ministre, ni le Président de la République, ni même sa femme. C'est Nicolas Hulot qui le précise, pour dire à quel point c'était une surprise. Même ses conseillers présents dans le studio d'enregistrement se sont décomposés au fur et à mesure de cette interview. Alors, Nicolas Hulot, ministre d'État, a déclaré que c'était parce qu'il n'y croyait plus. Pour lui, c'était une accumulation d'échecs. Alors on pense bien sûr à l'échec de la loi sur l'interdiction du glyphosate ou encore celle où il avait dû prendre sur ses épaules le fait d'annoncer le report de la réduction de la part du nucléaire dans l'électricité française. Et puis cette goutte de trop, vous l'avez entendu, cette réunion sur la chasse, sur la réforme de la chasse, une réunion de préparation auquel bien sûr Emmanuel Macron était présent, mais aussi un lobbyiste. Et ça, Nicolas Hulot ne l'a pas accepté. Pour lui, c'était un déni de démocratie d'avoir un tel lobbyiste présent sur ces préparations. Il s'était donné plusieurs fois, il avait été donné plusieurs fois par temps, et au printemps dernier, il avait d'ailleurs dit qu'il se donnait tout l'été pour y réfléchir à sa place au sein de ce gouvernement, une place qu'il a jugée donc insuffisante. Et là, je le citerai encore, il a dit que l'écologie n'était pas la priorité de ce gouvernement. Julien, cette décision plus ou moins surprise est d'autant plus dure à encaisser pour le gouvernement que le fait d'entrer Nicolas Hulot dans cette équipe d'Édouard Philippe, c'est une très belle prise politique. Oui, lorsqu'il rejoint le gouvernement en qualité de ministre d'État, c'est véritablement une très belle prise de guerre. Il faut dire que Nicolas Hulot avait été plusieurs fois pressenti à ce poste, déjà sous Jacques Chirac, puis sous Nicolas Sarkozy, enfin sous François Hollande, mais qu'à chaque fois il avait décliné, estimant qu'il n'aurait pas les mains suffisamment libres. Avec Emmanuel Macron, il y avait cru au départ, puisque d'ailleurs Emmanuel Macron avait placé le début de son mandat sur l'écologie. Il avait annoncé cette phrase restée célèbre, « Make our planet great again ». Donc c'est un constat d'échec pour Nicolas Hulot, mais aussi et surtout pour Emmanuel Macron. C'était clairement son ministre le plus populaire, celui qui avait le meilleure image au niveau de la population française. Il va donc être très difficile de le remplacer. Julien Sauvager à l'Elysée, merci beaucoup Julien. Julien, vous le rappeliez à l'instant, c'est cette réunion hier soir entre Emmanuel Macron et des chasseurs qui semble avoir précipité les choses et provoqué cette réaction de Nicolas Hulot. Mais depuis 15 mois qu'il était au gouvernement, lui qui a longtemps été animateur de télévision, il avait laissé planer à de nombreuses reprises la menace de son départ. Tant les sujets de déception, les renoncements se sont accumulés selon lui. On fait le point avec Zora Benmiloud. Avancer à contre-courant. Dès son entrée au gouvernement, Nicolas Hulot le savait, imposer l'environnement au cœur du quinquennat serait difficile. Dès novembre 2017, il essuie son premier échec avec le brûlant dossier du nucléaire. 6 ans après le drame de Fukushima, celui qui murmurait à l'oreille des présidents depuis 20 ans ne parvient pas à imposer la réduction du nucléaire à 50% dans la production électrique pour 2025. La France n'est pas prête, il faudra attendre 2035. Quelques jours plus tard, nouveau coup dur, l'Union européenne prolonge pour 5 ans la licence du glyphosate, herbicide controversé accusé par certains de provoquer des cancers. Emmanuel Macron assure que la France reste déterminée à en sortir en 3 ans, mais les députés rejettent l'amendement. L'interdiction du pesticide ne figure pas dans la loi. Opposé à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qu'il juge nocif pour l'environnement, Nicolas Hulot finit là encore par céder sans faire de vagues. Le processus était tellement lancé qu'à moins de créer un incident diplomatique que nous ne souhaitions pas avec le Canada, c'était difficile de l'arrêter. Enfin, lundi, le ministre de la Transition écologique était aux côtés du président pour rencontrer les chasseurs. Emmanuel Macron se dit favorable à une baisse de 50% du prix du permis national de chasse.
Pour le fervent défenseur des animaux qu'est Nicolas Hulot, la pilule ne passe pas. Estimant être le seul à la manœuvre des enjeux environnementaux, incapable d'imposer ses positions, Nicolas Hulot claque la porte du gouvernement et déclare ne plus vouloir se mentir. Et l'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Jean Garrigue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes historien, spécialiste de la vie politique française. Vous venez de signer La République des traîtres, un ouvrage collectif qui est sorti il y a quelques semaines. C'est chez Talendier. Avant de revenir sur les conséquences évidemment politiques et pourquoi pas écologiques de cette décision de Nicolas Hulot, un mot tout de même de la manière dont les choses se sont passées ce matin. Un ministre qui annonce sa décision en direct à la radio sans avoir même prévenu ses collaborateurs, c'est inédit? Oui, ça c'est complètement inédit. Bon, on voit bien que Nicolas Hulot était de toute manière un ministre atypique, même s'il était en principe un des poids lourds du gouvernement, ministre d'État. Il a été atypique, son recrutement a été atypique, puisque, vous l'avez rappelé, il avait déjà frôlé les ministères auparavant. Et il est parti de manière atypique. J'ai publié un ouvrage qui s'appelle La République des traîtres. De deux choses l'une. Soit Nicolas Hulot s'est estimé trahi par Emmanuel Macron, par les promesses qu'on avait pu lui faire, soit c'est lui qui aujourd'hui trahit l'engagement qui était le sien de soutenir le gouvernement. Dans les deux cas, vous voyez, il y a quand même des choses à dire. Il était arrivé au bout de sa logique ou il était trop seul au sein de cette équipe ? Je pense que c'est un petit peu les deux. Il est certain qu'un ministre de l'Environnement, c'est toujours une position de faiblesse. Parce que vous avez d'un côté les arbitrages de Bercy, qui sont quand même déterminants, on vient de les voir à l'œuvre, et vous avez des lobbies, un certain nombre de lobbies très très puissants, le lobby des agriculteurs, ou de l'agriculture plus exactement, lobby militaro-industriel, lobby énergétique, etc. Et un ministre de l'Environnement n'est pas taillé pour résister à ces lobbies, sauf s'il a une surface politique, une influence politique suffisante, un peu comme l'avait Ségolène Royal, qui avait réussi, elle, par sa relation de proximité avec François Hollande, à tenir un peu la baraque. Manifestement, Nicolas Hulot était trop seul. C'est parce qu'il n'avait pas derrière lui aussi un parti politique, lui qui était un homme de télévision, un homme issu de la société civile, comme on dit. Et oui, ça fait partie évidemment d'une de ses faiblesses. Le rapport de force politique n'existait pas pour lui puisqu'il était seul. Alors certes, il y avait un rapport de force, je dirais, médiatique, parce que c'est une des personnalités les plus populaires de France, mais il avait perdu cette popularité de plus en plus. Il voyait qu'elle s'étiolait dans le cadre de ce gouvernement, parce que les gens avaient l'impression d'un hiatus entre les déclarations d'intention, le projet qui est le sien, qui est quand même de tenir compte du désastre climatique, et puis d'un autre côté, des résultats qui étaient un petit peu en demi-teinte. Mais le fait justement que quelqu'un comme lui, si populaire, qui a su, il est connu ici en France pour avoir longtemps animé des émissions sur l'environnement, qui a su montrer des merveilles de la nature aux Français, le fait que lui jette l'éponge, est-ce que ça ne peut pas créer comme un électrochoc auprès du grand public justement? C'était semble-t-il une des idées sous-jacentes, puisqu'il a fait des confidences au journal Libération, notamment dans ce sens. Maintenant, bien malin qui peut dire que ça va véritablement être un électrochoc. Moi, j'ai l'impression qu'il surestime l'impact de sa démission. Je me demande même si, étant donné ce qui se passait dans sa chute, son déclin de popularité, si du côté de l'Élysée, on n'est pas finalement quelque part un peu satisfait de s'enlever un peu une épine du pied, quelqu'un qui n'était pas dans le moule élyséen. Face à ce procès en inaction dont il a été l'un des acteurs malgré lui ces 15 derniers mois sur ces dossiers de transition écologique mais d'écologie plus largement, le gouvernement, on entendait tout à l'heure le porte-parole Benjamin Griveaux, défend sa politique des petits pas. Il y a ceux qui disent qu'il faut agir maintenant et d'autres qui disent que l'environnement, l'écologie prend du temps. À qui faut-il se vouer ?
Écoutez, c'est pas moi qui vais être le juge de paix en l'occurrence, mais il est certain qu'on voit très bien comment la position d'un combattant de l'écologie comme Nicolas Hulot se heurte à des réalités politiques qui sont notamment les contraintes européennes, puisque on a vu dans l'affaire du glyphosate que c'était finalement la position française n'a pas été admise par les Européens. Je parlais tout à l'heure des différents lobbies, des groupes de pression qui s'exercent. On voit bien que là, manifestement, c'est le hiatus avec le lobby des chasseurs qui a fait problème. Donc c'est un problème d'équilibre. La politique, c'est un problème de recherche d'équilibre. Et c'est vrai qu'il faut gérer à la fois le court terme et le long terme. Et je ne sais pas si Nicolas Hulot avait bien dans la tête, avait bien compris ce que c'était que le long terme politique qui demande beaucoup de diplomatie. Mais est-ce que par rapport aux engagements de campagne, Emmanuel Macron a plutôt tenu parole jusqu'ici ou il s'est dédié sur les sujets sur lesquels il s'était engagé? En réalité, les engagements de campagne n'allaient pas très loin. Ça avait d'ailleurs été reproché à Emmanuel Macron, notamment par Benoît Hamon ou par Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est au fond, de manière assez prudente, il me semble que le programme d'Emmanuel Macron, finalement, est un programme qui reprenait un peu ce qui était fait par ses prédécesseurs. C'est vrai qu'on pouvait penser qu'il avancerait plus vite sur le carbone, sur le glyphosate, sur un certain nombre d'enjeux, mais on voit bien, je le répète, là encore, il y a des contraintes qui pèsent sur une gouvernance et on ne peut pas faire fi de ces contraintes. C'est l'éternelle question d'ailleurs pour tous ces gens qui entrent dans des gouvernements et dont on dit qu'ils sont issus de la société civile. La question qui se pose inévitablement, est-ce qu'on est plus important, est-ce qu'on arrive mieux à faire changer la machine quand on est dedans ou quand on en sort ? Exactement, et ça c'était vraiment tout le problème de Nicolas Hulot, et on peut se dire quelque part qu'au fond, l'influence qu'il a eue depuis une quinzaine d'années dans les esprits, sur l'opinion, et même sur la classe politique elle-même, dans l'évolution de la question écologique, au fond a été plus importante que les 15 mois qu'il a passés au gouvernement. Merci beaucoup Jean Garrigue d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. Je rappelle que vous signez La République des traîtres, ouvrage qui vient de sortir chez Talandier. Merci à vous et belle journée. C'est donc une rentrée politique qui commence sur les chapeaux de roue pour Emmanuel Macron, sans doute pas comme il l'aurait espéré. Le président qui poursuit sa tournée européenne, il est aujourd'hui à Copenhague au Danemark, en pleine montée nationaliste sur le vieux continent, de l'Italie à la Hongrie, face aux divisions sur la question migratoire notamment. Le président français dit vouloir relancer la machine européenne et au passage préparer les élections européennes prévues au mois de mai prochain. Premier test électoral depuis son élection il y a 15 mois. Dans ce contexte, depuis quelques jours, l'Allemagne connaît à nouveau des manifestations contre les migrants. Le climat est particulièrement tendu dans l'est du pays, à Chemnitz. Hier comme dimanche, le mouvement d'extrême droite Pegida a rassemblé plusieurs centaines de ses partisans. Un rassemblement qui fait suite à un fait divers, le meurtre d'un jeune homme imputé à un réfugié. Perrine Kettels. Face à face, deux groupes de manifestants séparés par un important dispositif de sécurité. L'un scande ouvertement des propos racistes, l'autre réclame le départ de ceux qu'il qualifie de nazis. Les manifestants d'extrême droite sont vent debout contre la politique migratoire du gouvernement, qu'ils accusent de ne pas protéger ses citoyens. Les autorités locales dénoncent le caractère raciste de ces rassemblements. Il y a véritablement un sentiment de rejet, et tout particulièrement contre les migrants qui sont arrivés en 2015. C'était clair dès leur arrivée. J'ai pu constater cela au cours de plusieurs réunions municipales. À l'origine des manifestations, le meurtre d'un Allemand de 35 ans dans la nuit de samedi à dimanche. L'homme a été agressé à coups de couteau dans la rue. 2 suspects d'origine syrienne et irakienne ont été placés en détention provisoire. En réaction, plusieurs sympathisants d'extrême droite ont participé à une chasse collective aux immigrés dimanche. Une telle débâcle, une telle chasse des personnes qui paraissent différentes et qui ont d'autres origines, ou la diffusion de la haine dans les rues, voici des choses que nous n'accepterons pas. Cela n'a pas sa place ici, dans nos villes, et le gouvernement condamne fermement ces agissements. L'extrême droite est devenue la première force politique dans la région de Saxe. Cette affaire ravive les tensions autour de la question migratoire en Allemagne. Le gouvernement est souvent accusé d'avoir contribué à la hausse de la criminalité en ouvrant les portes du pays aux migrants.
Dans l'actualité africaine à présent, le procès de Bosco Ntaganda entre dans sa dernière ligne droite. Le chef milicien est jugé devant la Cour pénale internationale à La Haye pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Des crimes commis par ces hommes dans l'est de la République démocratique du Congo au début des années 2000. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. Le procureur commence son réquisitoire. Noémie Roche. C'était le 2 septembre 2015, à l'ouverture de son procès. Accusé de 13 crimes de guerre et de 5 crimes contre l'humanité, Bosco Ntaganda refuse de reconnaître les faits. Je plaide non coupable. L'ancien chef de guerre est accusé d'avoir commandité meurtres, pillages, attaques contre des civils, viols et esclavage sexuel. Des crimes commis par ses troupes en 2002 et 2003 en Ituri, une province du nord-est de la République démocratique du Congo, lors d'un conflit qui a coûté la vie à plus de 60 000 personnes. Alors commandant en second de l'armée de l'Union des patriotes congolais, Bosco Ntaganda aurait tenté de s'emparer de cette région riche en or, diamants et coltan. Bosco Ntaganda était le plus haut commandant en charge. Il a planifié et dirigé les opérations. Il a coordonné la logistique, les armes et l'entraînement des troupes de l'Union des patriotes congolais qui ont commis les crimes. Pendant près de 3 ans, l'ancien chef de guerre a tenté de faire oublier son surnom de Terminator. Né en 1973 au Rwanda, Bosco Ntaganda a fait ses armes avec le Front patriotique rwandais. Général dans l'armée congolaise de 2007 à 2012, il est connu comme un chef de guerre dur, opportuniste et sans pitié. Recherché par la Cour pénale internationale, il s'est rendu en 2013. Bosco Ntaganda devrait s'exprimer une dernière fois dans son procès jeudi. Les juges entameront ensuite leur délibéré. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. Aux États-Unis, il aura fallu 3 jours à Donald Trump pour sortir de son silence. Le président américain a finalement rendu hommage hier au sénateur républicain John McCain, figure de la politique américaine décédé le week-end dernier. Un hommage à minima, toutefois, quelques mots seulement et les drapeaux du pays mis en berne. Le président américain qui n'assistera pas aux funérailles nationales prévues ce week-end à Washington. L'ex-candidat à la présidentielle, très opposé à sa politique, avait expressément demandé que l'actuel président ne soit pas présent. Le drapeau américain à mi-mât, l'hommage timide de la Maison-Blanche à John McCain après plusieurs jours d'un silence pesant. Aucun mot du président sauf par communiqué, refus catégorique de répondre à toute question sur le sénateur républicain. Donald Trump était sous le feu des critiques jusqu'à sa prise de parole ce lundi. Le président a rendu un court hommage à John McCain, un des rares de son camp à le critiquer ouvertement. Nos cœurs et nos prières sont avec la famille du sénateur John McCain. Nous apprécions vraiment tout ce que le sénateur a fait pour notre pays. Merci beaucoup. Donald Trump ne se rendra pas aux funérailles du sénateur, en accord avec le souhait du défunt. Dans l'hémicycle du Sénat, le pupitre de John McCain est recouvert d'une étoffe noire et de rose blanche. Et les hommages se multiplient, qu'importe le camp politique. Le Sénat ne sera plus le même sans John McCain. Je pense qu'il est juste de rappeler que la passion que John portait à son travail était sans égale ici. Il n'avait pas peur d'affronter les présidents. Il n'avait pas peur d'affronter son propre parti. Il était à la fois drôle et sévère, grossier, mais avec la carrure d'un homme d'État. Les funérailles nationales de celui qu'on surnommait le dernier lion du Sénat se tiendront à Washington samedi. Plusieurs anciens présidents devraient s'exprimer, dont son ancien adversaire à la présidentielle de 2008, Barack Obama. Les Américains qui sont de plus en plus nombreux à visiter Paris après des années difficiles suite aux attentats qui ont meurtri la capitale française. La Ville Lumière a accueilli plus de 17 millions de touristes sur les 6 premiers mois de l'année 2018. C'est 4% de plus que l'année dernière, un record bien mérité. Je vous emmène à présent en Afrique du Sud. Elle s'appelle Akiki. C'est une poupée à grand succès, créée par une mère de famille pour inciter les petites filles à avoir une image positive d'elles-mêmes. Elle nous est présentée par Léo Péchard. Dans la cour de récré, les filles se sont faites une nouvelle amie. Du haut de ses 46 cm, la poupée Akiki a tout pour plaire.
J'aime sa robe, ses chaussures, ses cheveux, ses sourcils, ses mains et sa peau. Elle est un peu brune et elle est mignonne. C'est ma poupée préférée. Sa créatrice, c'est elle, Fatouma Abdullah. Elle a décidé de créer cette poupée en 2016 après avoir remarqué un manque de représentation africaine sur le marché des jouets. Son objectif, affirmer la confiance des filles du continent. La première fois que je suis venue avec la poupée et que je l'ai montré à ma fille, j'étais vraiment excitée parce que je n'avais jamais eu de poupée noire. Alors j'étais regarde-la. Et puis elle a dit ah ouais, elle nous ressemble. À travers son style, Akiki incarne la culture africaine. Une culture que sa designer souhaiterait partager dans le monde entier. Vous voulez qu'Akiki vende globalement l'Afrique. Vous voulez aussi qu'un enfant américain dise « je veux cette poupée ». C'est un défi, mais ça fait plaisir parce que nous devons considérer qui nous sommes et fabriquer d'une manière qui a du sens pour le monde entier. Akiki s'est aussi décliné en série de livres. Des livres éducatifs avec pour héroïne une fillette africaine. Ces aventures visent à enseigner aux enfants les compétences et les valeurs élémentaires de la vie. Voilà, et soyez fiers de vous surtout. Paris Direct se poursuit juste après la pause d'une nouvelle demi-heure d'infos en direct. On viendra évidemment sur l'information de la journée ici en France. La démission du gouvernement du Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique qui claque la porte de l'équipe d'Édouard Philippe après 15 mois passés au sein du gouvernement. On en reparle notamment avec notre invité Alain Bugrin-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux. A tout de suite.